Bonjour dans ce nouveau numéro de Pas d'amalgame. Peut-être que si vous avez un petit peu de mémoire, vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, nous avions fait un numéro avec Ève, pas un numéro de cirque, mais un numéro de Pas d'amalgame consacré à la gauche en Israël. Et c'est normal que l'on fasse un nouveau numéro, cette fois-ci avec la droite. On n'a pas pu avoir une sorte d'égalité homme-femme, nous avons que des hommes autour de la table, mais quels hommes quand même. Nous avons, je vais présenter, on va commencer par Michael, tiens, Michael Lev, qui est du Likoud, et qui d'ailleurs se présente aux primaires pour Jérusalem, si je ne dis pas de bêtises. Absolument, bonjour. Bonjour. On a Albert Lévy, toujours à droite, bien sûr, pour le parti Zéhout, toujours pour les primaires ouvertes, d'ailleurs, on va en parler un petit peu, parce que c'est assez intéressant comment ça fonctionne. Merci, bonjour. Et bien sûr, Yom Tov Kalfon, qui est connu en particulier pour les listes Allez-nous, et qui est proche de Shaked, Bennett, je dirais la droite bataille Yehudi historique et maintenant la nouvelle droite. Ouais. Donc il s'agissait un petit peu, comme on l'a fait un petit peu avec la gauche, de faire un petit point sur l'état de la droite avant ces élections, les nouveaux événements en particulier avec le divorce avec Bataille Yehudi et la création d'un nouveau parti, Moshe Veglin qui revient dans le jeu avec Zéhout et bien sûr le Likoud qui une sorte de domination assez impressionnante sur la droite. Est-ce que ça va continuer ou pas? On va un petit peu se poser ces petites questions. Les élections vont avoir lieu le 9 avril. Donc vous avez toute cette date-là, à mon avis, en tête. Mais il y a d'autres dates qui vont arriver avant. Ce sont les primaires. On va commencer avec toi, Michael. Toi, ta date, c'est le 5 février pour les primaires. Un petit peu, comment tu sens le Likoud avant ces élections? Alors, j'ai une petite question. Tu étais présent à la Leumiada, qui est le nouveau nom de la Likoudiada. Pour les gens qui nous écoutent, ça correspond plus ou moins à ce qu'il y a en France lorsqu'on appelle les universités d'été du PS, lorsque c'est pas exactement la même chose. C'est même, on va dire, une grande kermesse. Une grande kermesse. La fête de l'UMA. Exactement. C'est ça, c'est la fête de l'UMA façon Likoud, droite, Israël, avec la musique... de toutes sortes et aussi la musique orientale. C'est une ambiance très très sympathique et très chaleureuse. C'est à Eilat en plus. Et c'est à Eilat et même entre les concurrents, c'est des embrassades, des accolades. Est-ce que c'est pas des embrassades, c'est un peu faux cul de cette embrassade en se disant voilà, on fait devant les caméras, mais est-ce que derrière il n'y a pas des guerres et des tensions? Écoutez, oui, bien sûr qu'il y a des tensions. Mais elles sont rien face à l'union et à l'ambiance famille qui subsiste au Likoud depuis toujours. On n'oublie pas que nous sommes le même parti et que nous avons le même objectif qui est de faire remporter au Likoud une large victoire pour ensuite avoir une coalition stable. Donc c'est la raison d'État qui passe avant tout. Sur l'état du Likoud avant, est-ce qu'il y a des petites craintes par rapport aux résultats, en se disant peut-être que cette fois-ci il va falloir cravacher un petit peu plus par rapport aux fois précédentes? On se souvient malgré tout qu'en 2015, les sondages avaient donné le Likoud en dessous et que finalement il avait fait un petit peu un petit raz-de-marée au détriment justement du Beit Yehudi. Exactement. Nous savons que les sondages en Israël sont beaucoup moins fiables que dans d'autres pays. Nous ne savons pas encore pourquoi, les experts ne le savent pas, ne le comprennent pas. C'est pourquoi nous prenons ces sondages avec des pincettes. Aussi, notre crainte, elle est l'éparpillement des voix. Je tiens à rappeler ici qu'en 1991, quand la gauche est passée au pouvoir, la droite avait plus de voix que la gauche, mais ce qui a permis à la gauche de passer au pouvoir, il est que de nombreux partis de droite n'ont pas passé le seuil d'éligibilité, ce qui a même permis à la gauche de passer au pouvoir et à Rabin de passer au pouvoir et de faire l'énorme erreur d'Oslo dont nous avons tous le terrible souvenir avec ce lot d'attentats. Il y a aussi eu un membre de la droite, je crois que c'était du Likoud, qui est passé à gauche pour devenir ministre et qui est d'ailleurs en prison. Gonen Segel. Exactement. Voilà. Donc pas de crainte particulière, mais on y va un petit peu en se disant... Notre objectif est d'avoir le plus de mandats possible. Nous demandons la confiance au peuple. Nous méritons d'avoir ces 40 mandats afin de mener une politique stable, sûre, sereine
pour le futur de l'État d'Israël. Donc 40 sur les 120, pour rappeler, il y a 120 postes, 120 sièges à la Knesset. Donc forcément, lorsqu'il parle de 40 mandats et qu'il faut en gros avoir la plus grosse majorité à droite, ça parle un petit peu pour vous deux. Je vais tout de suite demander à Albert Lévy, donc candidat aux primaires Zéhout. Alors on va simplement un petit peu parler de ces primaires-là avec toi, parce qu'ils ont un point un petit peu étrange et intéressant, c'est que absolument n'importe qui peut s'inscrire pour voter dans ces primaires. Quand je dis n'importe qui, même moi, parce que je l'ai fait. Alors, j'ai simplement donné ma petite expérience par rapport à ça. C'est très simple. Vous allez sur le lien du site de Zéhout. Il y a un lien dédié qu'on peut trouver facilement en allant sur le parti. Sur le site du parti, c'est Zéhout, ZEHUT.org.il, et puis vous avez un bandeau qui est en haut qui vous invite à cliquer, et là vous pouvez vous inscrire et vous avez le droit de vote. C'est ouvert absolument à tous les citoyens d'Israël, même s'ils sont sympathisants ou même membres d'un autre parti, et ça leur donne le droit de vote. Et le 29 janvier, c'est la date de nos élections primaires, elles auront lieu donc électroniquement de 8h du matin à 21h le soir, et tout un chacun pourra voter. Ça nous permet, on considère que c'est une contribution à l'amélioration, à la transparence, à la démocratie, à l'éthique du paysage politique israélien. Parce qu'en réalité, jusqu'à aujourd'hui, les listes de tous les partis se forment de deux façons. Soit d'une manière totalement dictatoriale, c'est le chef du parti qui prend un papier, qui marque son nom en premier, le fait du prince en deuxième, etc. C'est le cas de tous les partis politiques en Israël, à part 3 d'entre eux, qui sont le Likoud, le Parti travailliste et Meretz. C'était avant le cas aussi du Beit Yehudi, mais évidemment, avec ce qui s'est passé, ils ont annulé leurs primaires. Et donc, en fait, il n'y a que 3 partis qui font des primaires, et quand il y a des primaires, très souvent, je l'ai vu de près, puisque j'étais membre du Likoud pendant 4 ans, ça se transforme en deal, en combine, en marchandage en tout genre. C'est souvent pas très joli à voir, c'est pas transparent, et c'est vraiment dommage. Est-ce que tu confirmes un petit peu ces problématiques d'améliorer le paysage politique israélien dans le bon sens, à notre avis. C'est pour ça qu'on l'a fait. Tu confirmes ? Toute personne qui a participé à des élections, ne serait-ce que les élections pour le conseil de classe, sait qu'il y a des alliances qui se créent, et c'est bien naturel. On peut appeler ça des combines. On peut voir ça comme des combines quand ce sont des gens d'intérêt qui sont là pour leurs intérêts propres et pas pour l'intérêt général. Mais quand il s'agit de personnes qui sont là parce qu'ils y croient et qui créent des alliances, et la politique, c'est justement le fait de savoir créer des alliances et de mettre de l'eau dans son vin, eh ben, je trouve cela au contraire salutaire, positif, et justement dans un esprit de vision globale, et pas seulement de regarder son cheval de bataille et son petit intérêt personnel. Tout le monde à l'écoute n'est pas d'accord avec toi. Moi, par exemple. Voilà. T'es pas encore l'écoute. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on aurait pu penser que le système des primaires est un système démocratique et qu'il faudrait que tous les partis, même, il y avait une proposition à un certain moment donné de faire les primaires obligatoires, que dans tous les partis il y ait des primaires. Malheureusement, l'expérience veut, c'est vrai que sur le papier ça a l'air d'être un bon système, mais l'expérience veut, et notamment avec le parti du Likoud, mais pas seulement, au parti travailliste c'est pas beaucoup mieux, que ce système est totalement corrompu, car il y a par exemple dans le Likoud le système, ce qu'on appelle les kablané kolot, c'est-à-dire que ce sont des personnes très influentes qui ont fait rentrer dans le parti des groupes de manière massive, donc ils pèsent à eux seuls plusieurs milliers de voix. Comment ils font rentrer d'ailleurs ? Avec un bulletin d'inscription, tout simplement. Ça coûte quelques dizaines de shekels. C'est pas forcément. Par exemple, au Likoud, il y a par exemple presque la quasi-totalité des employés des industries aéronautiques israéliennes. Ok, ce sont des gens qui sont pour certains pas forcément sympathisants au Likoud. Ils ont leur chef syndical qui était à l'époque Chaim Katz, qui est aujourd'hui ministre du Likoud, donc c'est une entreprise qui emploie des milliers de personnes. C'est un chef syndical, donc évidemment, il a énormément d'influence sur les employés de cette entreprise. Il a fait distribuer à tout le monde les bulletins d'inscription, et c'est comme ça qu'on a d'un coup un groupe de plusieurs milliers de personnes qui sont cooptées et qui rentrent dans le parti et qui évidemment ne votent pas pour le candidat qui est d'un point de vue démocratique qui est le plus compétent, mais tout simplement pour celui qui va agir pour leur groupe de pression, groupe d'intérêt. C'est loin d'être un système démocratique. C'est un système politique, clairement. C'est-à-dire que on pourrait dire que toute la politique israélienne marche comme ça, avec chacun sa tribu et chacun défend sa tribu. Mais en tout cas, ce n'est pas l'image idyllique qu'on peut se faire d'un système qui marche bien. Le système des primaires, je pense aujourd'hui, ne marche pas bien. Et c'est pas pour rien que
de plus en plus, les nouveaux partis en tout cas, on voit bien, on l'a vu avec Lapid, on voit avec Carlone, maintenant c'est Shaked et Bennett, on voit que les nouveaux partis préfèrent un système d'un chef de parti qui choisit des profils qu'il trouve adaptés à l'ADN de son parti. On va laisser Mickaël répondre, juste pour faire une petite parenthèse, c'est la même chose chez Parti travailliste, chez Avoda. Ah oui, non, j'ai dit clairement, hein, c'est pas contre le Likoud particulièrement. On laisse la parole à la défense. Je tiens à préciser que la démocratie n'est pas un mode de scrutin, n'est pas un système optimal, le mieux. C'est juste la meilleure façon de donner l'expression au peuple que nous connaissons. Et si l'expression donnée au peuple, qui est la réalité, elle fait que dans cette réalité, il y a des gens qui sont intéressés par leurs propres intérêts, petits intérêts, et d'autres qui sont c'est par l'intérêt global et général, ce n'est que le reflet de la réalité. Et je peux vous dire qu'au Likoud, il y a en effet une partie qui n'a pas une activité, on va dire, souhaitable, que vous et moi, nous pouvons nous reconnaître, mais qu'une très large majorité, oui, s'intéresse à l'intérêt global, oui, sont des gens qui sont libres et qui votent de façon libre. Et ça, je peux en témoigner. Et vous verrez que ceux qui vont gagner les primaires du Likoud sont des gens qui sont pas forcément avec les deals, mais ce sont des gens qui sont libres, qui sont forts, qui ne sont pas des pleurnichards justement sur toutes ces histoires de deals. Et vous verrez. Oui, Albert. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que c'est sûr qu'il y a des alliances qu'on pourrait qualifier de saines en quelque sorte, mais se superposent là-dessus beaucoup de deals et d'autres alliances qui sont pas du tout saines, comme ça a été dit à l'instant. Mais c'est pas le seul problème des primaires. L'autre problème des primaires qui touche un peu tous les partis, mais particulièrement le Likoud et aussi Mifleget Avoda, le parti travailliste, c'est que très souvent, au milieu du parcours, les règles sont changées et d'une manière qui trahit les candidats. Je pense que d'ailleurs le fait qu'il y ait jamais un vrai candidat francophone au Likoud qui puisse exprimer les voix de la communauté francophone vient notamment de ce problème-là. Le fonctionnement des primaires est complètement biaisé par toutes sortes de modifications des règles en interne qui font que finalement beaucoup de candidats travaillent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans pour bâtir leur carrière politique et puis après dans les derniers 100 mètres on leur casse les reins en changeant tout simplement le règlement. C'est ce qui s'est passé. C'est pas la case de Mickaël, c'est une autre case, c'est la case des Olim au Likoud. Nous, on a suivi ça avec attention avec Alenou, parce qu'on on pense qu'il est important qu'au Likoud aussi, il y ait un francophone candidat. Il faut savoir qu'au Likoud, donc il y a une case des Olim qui est la case 29, déjà qui a été décalée de 27 à 29, ce qui est pas. Mais vous verrez, c'est un francophone qui va gagner. Oui, mais juste pour expliquer à nos auditeurs. On va expliquer, c'est qu'il y avait une case. Normalement, c'était Avram Nagoussa avait eu la case pour l'élection précédente. Oui, parce qu'en fait, c'est un Olé nouveau qui se présente pour la première fois, qui a le droit d'avoir cette case améliorée, et Nagoussa l'a utilisée. Et c'est comme ça qu'il est devenu. Normalement, il n'avait pas le droit de pouvoir se représenter. Voilà un bel exemple de modification des règlements au milieu du. Et là, il y a 1 ou 2 semaines à peine, le règlement a été modifié pour lui permettre de se représenter sous des pressions diverses et variées, on va dire. Exactement. Pour qu'il puisse c'est même pas des pressions, c'est tout simplement Chaim Katz, qui est le fameux Chaim Katz, qui est le chef d'Amaskirout du Likoud, voilà, et Netanyahou, qui est le chef du parti, qui ont fait une commission, la commission centrale du Likoud, et qui ont décidé de changer les règles, déjà de décaler les Olim de place, qui est, je pense, pas forcément une bonne nouvelle, et à part ça, oui, de permettre à Nagoussa de se représenter. Il y a eu un recours d'ailleurs. Francophone, forcément. Il y a eu un recours d'ailleurs qui a été présenté. Il a le budget d'un Khaler Knesset sortant, et par conséquent, ses concurrents qui sont francophones vont être, disons, pénalisés par cette règle qui est arrivée vraiment dans les derniers 100 mètres et qui vient s'ajouter, comme je le signalais à l'instant, à un décalage du rang. Donc franchement, c'est tout le contraire de la démocratie, de la transparence et de l'éthique. Mickaël, toi, tu es convaincu qu'il y aura un francophone, donc ça c'est ta foi. Oui. Mais simplement, par rapport à ce qu'ils disent, parce que même si c'est un francophone qui passe, ça ne résout pas le problème de ces règles qui peuvent fonctionner et qui peuvent expliquer d'ailleurs pourquoi Albert restait que 4 ans au Likoud, et après, est-ce que ça explique pourquoi tu n'es pas resté? Oui, moi je ne suis pas resté au Likoud pour 2 raisons principales que je peux détailler. La première, c'est que le Likoud, depuis plusieurs années maintenant, n'a pas une politique qui est conforme à sa propre idéologie. Il y a une discordance terrible entre l'idéologie du Likoud et l'application qu'il en fait dans les faits. Ça, c'est la première raison. Si vous prenez pour commencer, le Likoud n'a pas de matzah.
n'a pas de programme écrit. D'accord ? Nous, on en a un. D'ailleurs, cette problématique, j'ai simplement parce que c'est pas. Il fait 312 pages. Il a été rédigé par plusieurs dizaines de membres d'une manière collective. Il existe en 4 langues. En français, en anglais, en russe et en hébreu. Le Likoud n'a pas de matzah, n'a pas de programme. C'est incroyable. Alors, néanmoins, en 2015, c'était la même problématique. Et la réponse parce que je m'étais posé la question aussi, qui m'avait été faite, c'était de me dire, mais de toute façon, le programme du Likoud, c'est son bilan depuis... Michael, mais je voudrais dire même plus, que le Likoud a une plateforme qui est inscrite dans les lois du Likoud, dans sa constitution, où on a clairement des principes moteurs et fondamentaux qui sont finalement l'ADN du Likoud. Mais pourquoi on n'a pas plus que ces principes ? Parce que nous ne sommes pas dogmatiques. Puisque le Likoud est un parti qui veut, comme son nom l'indique, Likoud, les laquettes, qui veut rassembler et qui veut faire ce qu'on appelle de la réelle politique, c'est-à-dire avoir des principes, avoir une vision avec un global, avec une vision, et se confronter à la réalité pour améliorer le quotidien, améliorer sur un mois, sur un an, sur 10 ans. C'est ça qui compte, c'est se confronter. Parce qu'un livre comme ça, une théorie, c'est bien belle. Mais la théorie ne confond. J'ai une autre théorie sur sa pratique. Il y a deux choses intéressantes. Premièrement, c'est vrai qu'on sent que du côté de Albert de Yom Tov, c'est un peu tous contre le Likoud, le pauvre Michael. Mais ce qui est intéressant, parce que c'est symptomatique de l'importance du Likoud. Donc, oui, c'est le plus grand parti de droite aujourd'hui, personne ne le nie. Responsable. Être au Likoud, je voulais juste préciser que être au Likoud, c'est être responsable et c'est savoir se confronter avec la réalité telle qu'elle est, sans se raconter d'histoire. Voilà. Pourquoi aussi on y est au Likoud ? Pour permettre à la droite de gagner et de garder le pouvoir. Parce que si on vote pour un autre parti qui ne passera pas, par exemple, le seuil d'éligibilité comme il est fort probable avec Zéhout, c'est des voix qu'on a jetées à la poubelle et c'est le risque de donner à la gauche le pouvoir, tandis que la droite a le plus grand nombre de voix. Moi, j'ai une toute autre analyse. J'ai une toute autre analyse par rapport au Likoud. Juste 2 secondes, je vais simplement poser une question très simple. Donc, on se confronte à la réalité et on voit face à la réalité. Il y a une petite chose, c'est que la version officielle du Likoud, c'est de ne pas avoir d'État palestinien. Sauf que Bibi, il y a quelques années, a eu un discours absolument inverse. Et moi, à l'époque, en 2015, c'était la même problématique, c'est de savoir, c'est quand même une question qui est relativement importante. Quelle est la bonne version ? Donc, alors, mais justement, c'est ça, c'est exactement ça. Tu as touché exactement le point du Likoud. Bibi, en fait, le secret de sa réussite, le fait qu'il est encore au pouvoir aujourd'hui, c'est que justement, il dit tout et son contraire. Et c'est ce qui permet sa longévité, le fait qu'il est sur la longueur, maintenant 10 ans Premier ministre, tout simplement parce que justement, le Likoud n'a pas de programme. Elle a un homme. Le programme de Likoud, c'est Bibi. Okay, aujourd'hui, le problème du Likoud, c'est Bibi, c'est la personne de Bibi qui est une personne adulée aujourd'hui par beaucoup dans la droite israélienne. Et c'est ça le programme du Likoud, c'est Bibi. Et on voit que Bibi, l'une de ses grandes capacités, c'est le zigzag. C'est-à-dire que, et c'est sa grande force politique, c'est qu'il arrive, il peut être tout et son contraire. Et tu as pris le meilleur exemple que tu viens de prendre, c'est l'exemple de l'État palestinien. En 2009, Bibi, à peine élu, a fait un discours fondateur qui est le discours de Bar Ilan, où il a annoncé sa volonté de créer un État palestinien. C'est le discours de Bar Ilan. Démilitarisé. Oui, d'accord. La veille des élections de 2015, Bibi s'est fait interviewer, notamment car il était, on va dire, taquiné par sa droite, par Bennett à l'époque, où il a fait une déclaration où il a dit qu'il s'oppose totalement à la création de l'État palestinien. C'est-à-dire que Bibi adapte ses positions en fonction des sondages et en fonction surtout de ce que va dire Bennett ou Shaked. Je vous le dis clairement. Et on voit bien que ça bon, là, tu défends un peu ton écurie. Oui, mais faut dire les choses comme elles sont. Si Bibi a été plus à droite ces dernières années que ce qu'il était à l'origine, je rappelle que Bibi, en 2009, a fait un gouvernement d'union nationale avec le Parti travailliste lorsqu'il arrive au pouvoir. En 2013, il ne voulait pas faire entrer Bennett dans le gouvernement. Il a signé le premier accord de coalition avec Tzipi Livni. C'est-à-dire que Bibi avait cette tendance à aller plutôt vers sa gauche et il s'est retrouvé forcé à aller vers sa droite, notamment du fait du poids électoral de Bennett et Shaked. Et ça, il faut le comprendre clairement. C'est-à-dire que pour garder Bibi à droite, il ne faut pas forcément
voter Bibi, mais peut-être voter pour ceux qui arrivent à le tenir à droite. Alors juste une petite chose, on va laisser Albert tout d'abord, je voudrais réagir à ce qui a été suggéré ici il y a quelques minutes, à savoir que Zehut ne passerait éventuellement pas le seuil d'éligibilité. Alors ça, certainement pas. Ça, c'est sûr qu'on va passer, et très largement au-dessus. Nous avons plusieurs indications. Il y a un journaliste qui s'appelle Berdugo qui a eu accès à des sondages en profondeur, et il nous a, qui ont été faits par d'autres partis, 2 grands partis, pas nous. Et il nous a assuré que nous serons la surprise des élections d'après l'analyse qu'il a faite de ces sondages. À part cela, il y a eu récemment une déclaration de Minat Semar à la radio qui a indiqué que de tous les partis qui frisaient l'accord, le seuil d'éligibilité, celui qui était le plus proche de le passer de tous les partis, c'était Zehut. Et c'était avant les événements de Gaza. Pendant les événements de Gaza, il y a eu une augmentation de 400%, je répète, 400% d'augmentation de la recherche de l'expression Moshe Feiglin sur Google. Et ça vaut tous les sondages du monde. Donc, si on était méchant, on pourrait dire qu'ils sont passés de 1 à 4. J'ai aucune inquiétude là-dessus. Ce que je voudrais dire en tout cas, c'est que l'autre élément qui me laisse penser qu'on va être très largement au-dessus du seuil d'éligibilité, c'est que il y a au sein du Likoud des membres, et il y a en dehors du Likoud énormément de gens qui ont voté dans le Likoud dans le passé, qui ont été très, très froissés ces dernières années par les décisions antinationales du Likoud. Se replier en 16 au mont du Temple, par exemple, faire passer 15 millions de dollars en cash au Hamas, au vu et au su de tout le monde, alors que n'importe quel citoyen israélien qui reçoit un virement de quelques milliers d'euros ou de $2 sur son compte, il a droit à un interrogatoire du Shabak de sa banque, pourquoi il a fait ça, payer des indemnités aux terroristes du Marmara, présenter des excuses à Erdogan, la liste... Est-ce que ce ne serait pas ce que disait Mickaël? C'est une question des réels politiques. Je pourrais continuer pendant 2 heures. Est-ce que ce n'est pas cette réelle politique dont parlait Mickaël en disant, voilà, on doit prendre des décisions, peut-être qu'elles font mal, et sur le long terme, au niveau de la fierté, peut-être que ça fait mal, mais peut-être qu'au niveau des résultats concrets, c'est peut-être l'édition qu'il fallait faire. Les résultats concrets sont là. Regardez les accomplissements merveilleux depuis 10 ans que le Likoud, avec à sa tête Binyamin Netanyahou, est au pouvoir. Yom Tov, tu disais, on est sur la personne de Binyamin Netanyahou. Je te dirais oui et non. Oui, parce que Binyamin Netanyahou est sans aucun doute le meilleur Premier ministre que n'ait jamais connu l'État d'Israël, c'est sûr. Mais deuxièmement, le Likoud a d'autres leaders qui sauront prendre la suite de Binyamin Netanyahou le jour où il choisira il les laisse pas vraiment s'avancer, les leaders. Il y en a un qui s'appelait Carlon, il n'a pas laissé pousser, il est parti dehors. Gideon Sa'ar a dû s'en aller, là il est en train de revenir, mais Bibi lui fait la misère. Le problème de Bibi, c'est qu'il laisse pas forcément pousser les leaders au sein de son parti. C'est peut-être pour ça que autant de leaders se développent autour. On parlait de Bennett et Shaked étaient au Likoud aussi à l'origine. Il a ses défauts. Est-ce que ça explique pas aussi qu'on se retrouve également au Parlement avec des Oren Khazan à qui on passe le bonjour? Non, mais simplement, une vraie question. Peu importe ce qu'on pense de lui, c'est pas la meilleure image de la Knesset qui est d'Israël. Et d'Israël. Et est-ce que cette impression, c'est pas qu'une impression, parce que les gens à droite et à gauche ont l'impression que Bibi fait un peu le vide autour de lui et que ça fait un appel d'air vers ce qu'il n'y a pas forcément de plus intéressant. D'ailleurs, est-ce que cette primaire, t'espères que ça va pas un peu changer les choses? Aujourd'hui, aux primaires, nous avons beaucoup plus de candidats qu'aux primaires précédentes. Combien de plus en pourcentage à peu près? Une fourchette? On a environ 3 fois plus de candidats que la dernière fois. C'est-à-dire qu'en national, on a 80 candidats, pour une vingtaine de places donc. Et au niveau des Mechozot, on a environ 80 candidats pour encore aussi 15 places, 10 places. Et en fait, il y a 10 Mechozot, 10 régions. Pour 70 candidats, et on a 80 candidats en tout en national, ce qui fait 170 candidats, ce qui est beaucoup plus que la dernière fois. D'ailleurs, le prix pour s'inscrire, pour pouvoir être candidat, a d'ailleurs baissé. Moi, je peux vous dire que j'ai fait le terrain, j'ai fait tout Israël. Je peux vous dire que la qualité des candidats est tout autre.
Ok. Sur l'avenir un petit peu de la droite en Israël, là on va un petit peu se tourner sur les quelques dernières minutes, parce qu'on n'a pas trop parlé de la nouvelle droite, Yamin Hadash. C'est une surprise lorsque tu as vu cette scission entre le Beit Yehudi. Alors il faut simplement expliquer que le Beit Yehudi n'était pas un nouveau parti, c'est un vieux parti israélien. Le Beit Yehudi existe depuis, c'était le Mafdal, et avant le Poel Mizrahi, existe depuis les débuts du sionisme politique, depuis la fin du 19e siècle. C'est le sionisme, le parti du sionisme religieux. On le sentait arriver quand même parce qu'on savait que Bennett n'est pas un anti-laïque. Bennett et Shaked n'étaient pas des membres du Beit Yehudi historique, c'était des membres du Likoud puisqu'ils étaient les conseillers de Netanyahou. Ils ont quitté Netanyahou et le Likoud, et en 2012, ils sont venus au Beit Yehudi, qui était à l'époque en mauvais état, clairement. C'était un parti qui n'avait que 3 mandats, le Beit Yehudi. Le Yichud Leumi avait 4, et ils en ont fait un grand parti de 12 mandats aux élections donc de 2013, qui était un très grand succès. À cette époque-là, moi personnellement, je me suis engagé politiquement à leur côté, et je suis rentré dans le parti Beit Yehudi. Maintenant, quelles sont les maintenant, attentes ? je vous dis la vérité, toute personne qui était à l'intérieur du parti savait que ce moment arriverait. C'est-à-dire que, ou par le passé, on parlait peut-être une fusion avec un autre parti de droite, avec le Likoud, pour faire une sorte de grand parti républicain israélien. Mais on savait qu'à un moment donné, Bennett et Shaked, depuis le début, ont dit qu'ils visent pas d'être ce qu'on appelle en hébreu le mashak dat, le responsable religieux du gouvernement. Ils visent la direction du gouvernement. Ils l'ont dit depuis le début, ils n'ont jamais caché leurs intentions à ce niveau-là. Bennett et Shaked veulent arriver le plus haut possible, c'est-à-dire que d'être un des deux, ou les deux, chacun à leur tour, être Premier ministre du pays. Ils visent vers cela. Ils ont tenté de le faire avec la structure du Beit Yehudi. Ils sont arrivés à la conclusion, notamment au vu des derniers événements. Un des événements forts qui a eu lieu, c'est quand Bennett a voulu devenir ministre de la Défense. Netanyahou a envoyé un responsable sécuritaire voir l'un des rabbins les plus influents du parti, le Rav Druckmann, pour que celui-ci influence Bennett à son tour de ne pas mettre son ultimatum en exécution et de quitter le gouvernement. C'est-à-dire que Bennett s'est vu retenu d'une manière ou d'une autre par les rabbins, et il a donc senti le moment était venu de reprendre son indépendance avec Shaked pour présenter une nouvelle plateforme qui ne vient pas concurrencer, et ça il le dit clairement, le Beit Yehudi, c'est-à-dire que les personnes, on peut dire que les électeurs, en tout cas les électeurs habituels, historiques du Beit Yehudi, qui sont donc plus de la tendance sioniste religieuse, voire ce qu'on appelle Haredi Leumi Hardal, sioniste très religieuse, pourront continuer à voter pour cette plateforme. Et par contre, les personnes qui sont plus intéressées par une plateforme pluraliste, religieux et non religieux ensemble, une plateforme de droite qui, on le reconnaît, enfin Bennett et Shaked le reconnaissent, ressemble un peu à la plateforme du Likoud, mais qui apporte peut-être autre chose. Oui, qui apporte peut-être autre chose. Il y a des gens qui sont déçus du Likoud, on le sait, et c'est peut-être l'occasion de... C'est une copie du Likoud. Alors, oui, mais il faut savoir, juste sur ce point, je savais que ça allait être dit. Beaucoup de gens qui sont déçus du Likoud ont tendance à passer vers les partis qui se rapprochent du Likoud, notamment Lapid, qui a fait tout ça depuis des années, qui essaye de prendre des voix au Likoud, Lapid et Gantz, qui vont prendre des voix du bloc de droite. Et si vous voulez, Bennett et Shaked avec leur parti, ils sont comme une barrière de sécurité qui empêche les voix de la droite, notamment les voix du Likoud, à passer vers les nouveaux partis du centre. Si vous voulez, c'est cette Reshet Bitachon, comme on dit en hébreu, qui va empêcher que le Gush Hayamin, le bloc de droite, s'effiloche vers le centre et la gauche. On va juste conclure un mot sur ce que... Le paysage de droite. Voilà, le paysage de droite et son avenir lorsque Bibi ne sera plus là. Alors moi, ce que je pense tout d'abord, c'est qu'effectivement, l'explosion du Beit Yehudi est due à une série de 3 erreurs qu'a fait M. Bennett. La première, effectivement, c'était de faire un ultimatum public en demandant le ministère de la Défense, et sinon il ferait tomber le gouvernement. Donc c'est une erreur de faire cette demande d'une manière publique qui aurait été humiliante pour M. Netanyahou d'accepter. Donc évidemment il a refusé. Et ensuite
Il n'a donc pas eu de ministère, il a été humilié une première fois, et ensuite il s'est auto-humilié une deuxième fois en n'exécutant pas sa menace, et en fin de compte en ne faisant pas tomber le gouvernement. Et en plus de ça, quelques semaines plus tard, il a fait quelque chose qui a été perçu, à tort ou à raison, mais ça a été perçu comme une trahison du sionisme religieux. Voilà, ce qui fait que ça a fait exploser la droite de la carte politique israélienne. Lorsque Bibi, et pour nous, ça nous ouvre un boulevard énorme, parce qu'effectivement, vouloir réunir les datim, les hilonim, les hardalim, etc., d'abord, je déteste ce genre d'étiquette, c'est pas du tout dans notre culture francophone et nord-africaine, on n'a jamais appelé les gens de cette manière-là. Mais toujours est-il que nous, dans notre parti, il y a absolument ça, comme vous pouvez le voir. Moi, je suis pas Hovesh Kippa, si vous voulez vraiment me mettre une étiquette, je suis traditionnaliste. Il y a chez nous des Hovshei Kippa, il y a chez nous des Haredim, il y a de tout. Donc, de ce point de vue, le nouveau parti créé par M. Bennett n'apporte rien de plus. Ça a été le tour de Au contraire, cette explosion du Beit Yehudi nous ouvre un énorme boulevard à Zéhout, et je pense ça va nous apporter énormément de voix. Ça va être ta conclusion. Mickaël, en un mot, une conclusion sur éventuellement l'avenir du Likoud après Bibi. Ça sera encore Bibi, peut-être. Écoutez, il y a eu à nouveau, Binyamin Netanyahu est le meilleur Premier ministre qu'Israël n'ait jamais connu, mais il y a eu un Likoud avant Bibi, et il y aura un Likoud après Bibi. Votez soyez des citoyens responsables, ne laissez aucune chance à la gauche de revenir au pouvoir, ne votez pas pour les copies, votez pour l'original. Il a ses défauts, mais il a surtout ses qualités. Le 9 avril, votez Likoud, c'est le Pétek, le bulletin Mahal, même Chet Lamed. Et le bulletin de Zéhout, ça serait lequel? Alors, c'est pas encore dévoilé. Ok, ça sera la grande surprise. Et Yemina Khadash aussi, c'est pas encore dévoilé. Un dernier mot. Alors, juste par rapport... on a beaucoup d'amitié envers Feiglin et encore plus envers Albert Lévy. Malheureusement, on voit bien que ça fait 3-4 ans qu'il travaille et pour l'instant, en tout cas, il n'arrive toujours pas à franchir le seuil d'éligibilité. Bennett et Shaked ont fait une seule conférence de presse et un peu quelques entretiens à la télévision. Le parti est déjà à 8-9 comme base de départ. Dans certains sondages, il arrive à 11, dans d'autres à 14. C'est-à-dire qu'il faut prendre ça aussi exactement, d'autres à 6, il n'y a pas de problème. On est déjà bien au-dessus du seuil d'éligibilité, je pense qu'on est d'accord sur ça. Donc ça, c'est un point à prendre en considération. Je souhaite à Feiglin de réussir aussi, mais faudra après, à un moment donné, s'en rendre compte et voir quand on voter utile notamment. On a déjà dépassé... les tractations politiques. Mickaël, on a déjà dépassé le temps. Vous avez beaucoup parlé parce que vous faites de la politique et c'est toujours comme ça lorsqu'on reçoit des personnalités politiques. Je vous remercie tous d'être venus. Merci beaucoup. Merci à Mickaël d'être venu jusqu'à Tel Aviv, qui est parti très très tôt à pied directement. Oui, de Jordanie. Et on se dit à très très bientôt pour un prochain numéro. Bonne journée. Merci Israël. Au revoir. Pas d'amalgame, l'émission où l'on est d'accord pour ne pas être d'accord.